On va attaquer la dernière de la journée. Marion disait ce matin qu'il fallait de la vitamine C du café. J'espère que vous avez tenu le coup. Donc sur cette dernière table ronde, en fait, on va parler un petit peu des nouveaux moyens de paiement et des nouvelles solutions liées au paiement. On va commencer par Elias, qui va nous faire un petit panorama sur les nouveaux moyens de paiement. Et comme tout à l'heure, on fera un petit tour de table, évidemment, de notre panel. Elias, tu as un micro, tu as ce qu'il faut? Vas-y. Rebonjour à tous. J'ai ouvert la session le matin, je vais la finir ce soir. Ce matin, on a parlé des grandes tendances. Ce que je voulais vous parler maintenant, c'est le concept de tendance, en fait. Si tu peux décaler un tout petit peu. Merci. Chez Capgemini, une fois par an, nous révélons les 10 tendances que nous pensons vont marquer l'industrie. Et donc, on vous montre maintenant les 10 tendances qui vont marquer l'industrie du paiement. Ce qui est intéressant de voir ici, c'est les 5 familles qu'on a identifiées au-dessus. Premièrement, d'énormes changements dans le business, la façon de faire du business, les dynamiques du business. Deuxièmement, je vais vous les montrer en plus grand dans 2 minutes, ne vous inquiétez pas. Deuxièmement, ce qui est très intéressant, c'est les nouvelles sources de revenus. Aujourd'hui, les banques, j'étais à une conférence juste avant, ont beaucoup de mal à gagner leur vie avec le paiement traditionnel. Les transaction fees sont un peu difficiles, d'autres prennent tout l'argent et du coup, il faut trouver de nouvelles sources de revenus. La troisième, c'est vous, le customer centricity. Le consommateur est devenu beaucoup plus exigeant et beaucoup moins d'accord qu'on le traite mal. Tant mieux. Et du coup, les acteurs sont obligés de s'adapter aux nouvelles attentes du consommateur. Les banques sont passées par des crises très lourdes. La crise du Covid, d'un point de vue bancaire, est colossale. La crise que nous vivons actuellement est colossale. La crise de la résilience climatique est colossale. Et du coup, pouvoir trouver les moyens d'être résilient devient de plus en plus critique. Et finalement, il y a de nouveaux horizons qui arrivent. Donc voilà, je vous avais promis de vous les montrer plus grand. C'est beaucoup plus facile pour vous n'allez pas devoir zoomer. Donc du coup, on a défini les tendances, les 10 tendances que vous voyez ici dans les 5 catégories. Mais surtout, ce qui est important, c'est ce que vous voyez à droite. On s'est dit, 10 tendances, c'est superbe, c'est très important, il faut les connaître toutes, mais il faut savoir choisir ses batailles. Et par exemple, la tendance numéro 10, qui est la CBDC, est une tendance très importante qu'il faut connaître, qu'il faut accompagner. Mais est-ce que c'est la tendance sur laquelle vous devez aujourd'hui investir tout votre argent? Probablement pas. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'elle est sur le schéma, qu'elle fait partie des tendances à assumer, mais dans un moyen terme. Du coup, si je rentre un peu dans je commence à zoomer, l'élément essentiel, donc en haut à droite, c'est les nouveaux plateformes de paiement, les nouveaux outils de paiement. Tout à l'heure, on a parlé de Buy Now, Pay Later. Toute la journée, on a parlé de Buy Now, Pay Later. Je sors d'une conférence, on parle de EPI, on parle de crypto-monnaie. Ce sont les nouveaux moyens de paiement. Et du coup, il est essentiel pour tout acteur dans le paiement d'avoir les wallets, d'avoir de la crypto, d'avoir une place pour les CBDC et d'avoir surtout une option de paiement en installment comme Buy Now, Pay Later. Donc, première tendance très lourde et très importante, avoir les nouveaux moyens de paiement. Deuxième tendance très importante, la Digital ID. Autant il y a 2 ans, il n'était pas pensable qu'une banque me demande de faire une inscription online, autant aujourd'hui qu'une banque vous dise « Allez, passez à mon agence pour signer les papiers », je ne pense pas que vous seriez très favorable à ça. Et du coup, il y a eu un changement de paradigme colossal à cause ou grâce au Covid. Et du coup, aujourd'hui, ne pas avoir une Digital ID infrastructure de bout en bout parfaite est impensable. Il suffit qu'une banque aujourd'hui me dise à un moment donné, je vous envoie le document, imprimez-le, scannez-le, signez-le, scannez-le, envoyez-le-moi, pour que systématiquement, je bascule sur un autre fournisseur. Et du coup, cette chaîne de valeur du Digital ID, du Digital Contract, doit être de bout en bout, de façon automatisée. Et finalement, là où je voulais vous emmener en dernier point, c'est la cybersécurité. Comme on bascule de plus en plus dans un monde digital, il est essentiel que la cybersécurité soit au cœur du réacteur et que les transactions, que toute l'expérience digitale, travailler de ses choix, faire les transactions en mode digital, se doivent d'être de plus en plus dans un environnement extrêmement protégé. Ce qu'on vit actuellement avec la géopolitique est un facteur aggravant de cybersécurité. Donc, si je dois résumer avant de passer la parole, 3 éléments importants de focalisation, les nouveaux moyens de paiement, la Digital ID et la cybersécurité. À toi. Merci, Elias. Ok,
on commence par... Ah non, Clément, c'est... C'est pas ça. Ok, alors on va commencer par un petit tour de table pour vous présenter. On commence par toi. Bonjour, je suis Christophe Doré, je suis le président et cofondateur d'une société qui s'appelle Moneytrack, c'est une jeune start-up qui fait du paiement dirigé. Donc, pour vous expliquer vite fait ce que c'est qu'un paiement dirigé, c'est un paiement adossé à des conditions de dépenses, donc contrôlées. Et on fait ça sur une technologie assez récente qui est la blockchain. Et on utilise aussi une autre technologie qui est un peu moins récente, c'est le paiement via les applications mobiles. Bonjour à tous, Marco Michael, donc vice-président of Sales France et Europe de la société A3BC. La spécialisation donc de l'entreprise, donc on est sur l'identité numérique concrètement aujourd'hui et une authentification forte. Une start-up qui a été créée donc en 2018. On a déposé pas mal de brevets, notamment en termes de stockage de données, et on vient compléter un petit peu les initiatives de l'État en termes d'authentification et de sécurisation pour les particuliers, pour les entreprises et notamment dans le moyen du paiement. Bonjour à tous, Yoann Lurkovic, merci de m'avoir invité, ravi d'être avec vous. Je suis CEO et cofondateur de Bridge. Et chez Bridge, nous fournissons des solutions de paiement compte à compte, basées sur le virement ou l'initiation de virement, pour être exact, parce que nous croyons que le virement sera demain un moyen de paiement du quotidien, très prochainement, et donc nous y travaillons pour qu'il le devienne, parce qu'il y a de nombreux avantages en fait du paiement par virement, notamment ça augmente les taux de conversion pour les paniers élevés, avec des plafonds qui sont beaucoup plus élevés que les alternatives, mais aussi ça offre aujourd'hui une expérience qui est exceptionnelle, qui est fluide, simple et parfaitement sécurisée. Ça a permis de réduire les coûts, réduire la fraude, de faciliter la réconciliation. Et c'est aussi une volonté de la Commission européenne d'avoir un système de paiement souverain, et donc on y travaille. On a plus de 120 clients aujourd'hui et des mastodontes comme du e-commerce comme Cdiscount, mais également de la paye, de la gestion d'entreprise, de la facturation comme Cegid, Sage, etc. Bonjour à toutes et à tous, je suis Oussama Sadi, je suis cofondateur et CEO de Déjà Mobile. Chez Déjà Mobile, nous développons des solutions en marque blanche pour faciliter le paiement digital, aussi bien côté émission. Donc là, on va permettre à des émetteurs de moyens de paiement de digitaliser leurs moyens de paiement dans des wallets. Comme ça, ils peuvent proposer des services de type wallet de paiement NFC, aussi bien sur des smartphones ou des objets connectés. Côté acceptation, donc on a lancé une solution basée sur la technologie qu'on appelle Software POS, qui permet en fait de transformer n'importe quel terminal, un smartphone ou une tablette équipée de la technologie NFC, en terminal d'acceptation de paiement de cartes sans contact. Voilà. Merci. Loïs ? Bonjour à tous, je crois que je suis la vieille dame de cette table ronde, hein, parce que voilà, au milieu de 5 ou 6 startups. Donc je suis directeur du développement chez Carte Bancaire CB, qui s'affirme année après année comme le moyen de paiement préféré des consommateurs et des commerçants français. On représente aujourd'hui, en 2020-2021, 66% en valeur des dépenses de consommation courante des ménages, et avec des chiffres, une progression à 2 chiffres sur l'année 2021. Jérôme ? Bonjour à tous, Jérôme Tomasini de Stripe, entreprise européano-américaine dans les paiements. Aujourd'hui, nous, on propose une infrastructure en fait à des sociétés de toute taille, initialement des startups, mais de plus en plus des grands groupes, pour pouvoir se déployer en ligne et accepter tout type de paiement. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. On travaille étroitement avec Carte Bancaire d'ailleurs en France et puis ailleurs, mais aussi toutes les autres formes de paiement dont on a un peu parlé tout à l'heure, et je pense qu'on va y revenir. Ben, je vais même te demander de garder le micro. Parfait. Stripe, aujourd'hui, vous êtes le tuyau final qui permet d'arriver ou qui permet d'opérer toutes les solutions de paiement. Qu'est-ce que tu vois aujourd'hui sur le marché comme nouveauté, comme nouvelle solution, et qu'est-ce que tu penses que ça va apporter sur ce marché aujourd'hui ? C'est vrai qu'on a un point de vue global, on est une entreprise globale, on est présent dans 46 pays, ce qui nous permet de voir un peu les différentes saveurs de paiement. Le paiement, c'est quelque chose d'éminemment local, surtout en ligne. On ne paye pas en ligne de la même façon en France qu'en Allemagne, par exemple. Et évidemment, si on va dans d'autres géographies, sur d'autres continents, c'est encore très très différent. Et c'est ça aussi qui fait tout l'intérêt de cette industrie, je trouve. En Chine, par exemple, vous avez des réseaux de cartes qui sont locaux, où il y a de plus en plus des systèmes de wallets qu'on supporte.
portent. Je parlais de UnionPay, Alipay, tous ces wallets-là. De plus en plus, il y a aussi les systèmes de Buy Now Pay Later, dont je pense que vous avez parlé aujourd'hui. Et en fait, tous ces sujets, y compris les bank transfers dont on parlait tout à l'heure avec les virements, tout ça, en fait, c'est pour augmenter le taux de conversion, augmenter la sécurité. Et nous, chez Stripe, on se veut agnostique par rapport à ça. On veut permettre aux marchands d'accepter un maximum de méthodes de paiement pour pouvoir avoir un maximum de chiffre d'affaires. Et c'est ça qui nous pousse à développer. Aujourd'hui, en Europe, on en propose une dizaine et on a des équipes d'ingénieurs qui, voilà, jour et nuit presque, sont vraiment concentrés pour ajouter de nouvelles méthodes. Mais c'est essentiellement les grandes familles qu'on a citées. Super. Loïs, tu disais être le représentant ou la plus vieille dame, c'est ça le terme que tu as utilisé? La carte bancaire, malgré tout. Voilà. Prévienne dame sur une table très masculine, mais la carte bancaire aujourd'hui, elle a explosé avec le Covid. Enfin, l'usage a explosé avec le Covid, avec le sans contact. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les tendances de ce que tu vois sur la carte bancaire aujourd'hui et sur son avenir? Alors, effectivement, on a eu... Alors, la carte bancaire, c'est un moyen de paiement qui est né dans les années 80, qui représentait dans les années 80 à peine 1% des dépenses de consommation des ménages. Aujourd'hui, c'est près de 66%. Ce qui s'est passé avec le Covid, c'est effectivement une accélération d'une croissance qui était déjà là, notamment dans le commerce physique, puisque la carte bancaire a été perçue comme un geste barrière, notamment le sans contact par rapport aux espèces. Donc aujourd'hui, 66%. Les tendances, c'est finalement, dans le commerce physique, le développement extrêmement important du sans contact. Et dans ce sans contact, il y a le paiement mobile. Et donc, la question que tout le monde se pose, c'est, voilà, est-ce que le sans contact mobile va venir exploser dans les prochaines années, va venir dépasser le sans contact carte? Alors, on regarde un petit peu à la fois les courbes de croissance respectives du sans contact carte et du sans contact mobile. On voit qu'aujourd'hui, le sans contact mobile lancé en 2016 en France représentait un peu moins de 1% des volumes du paiement de proximité en 2020. Il sera certainement entre 2 et 3% en 2021. Donc il y a un potentiel de croissance à 2 chiffres ou à 3 chiffres dans les prochaines années. Et lorsqu'on interroge les consommateurs, aujourd'hui, dans la dernière enquête Kantar qu'on a faite chez CB, aujourd'hui 18% des consommateurs déclaraient avoir fait un paiement mobile sans contact dans l'année écoulée, dans l'année 2021. Et le potentiel, il y a 22% de consommateurs supplémentaires qui sont prêts à adopter ce nouveau moyen de paiement dans cette année ou dans les prochaines années. Donc ça donne un potentiel de 40% d'usagers possibles du paiement mobile. Et si on essaye un petit peu de projeter la courbe, ce paiement mobile qui représente, on va dire 2%, 2-3% en 2021, à 3-5 ans, il devrait représenter entre 15 et 20% des paiements, des paiements cartes dans le commerce physique. D'accord, donc pour toi, la carte bancaire, elle va évoluer en paiement mobile plutôt que du paiement sans contact. On en parlait ce matin, on voit des cartes bancaires qui portent de la crypto ou des cartes qui portent de la crypto plutôt, je ne vais pas les appeler cartes bancaires. Qu'est-ce que tu vois dans cette évolution-là? Qu'est-ce que tu ressens dans ce moyen de paiement dans ces moyens de paiement qui sont en train d'évoluer par rapport et qui vous attaquent en direct? On en parlait tout à l'heure, mais malgré tout, vous gardez un poids énorme. Alors, sur la carte, sur la crypto-monnaie, bon, c'est un sujet qu'on regarde aujourd'hui d'un petit peu loin. Moi, je vais vous donner finalement une intuition personnelle. La crypto-monnaie, c'est d'abord un crypto-actif. Et donc, il est tout à fait possible d'avoir une carte qui est adossée à un compte en crypto-monnaie. Pour autant, ça ne fait pas de la crypto-monnaie un moyen de paiement universel, comme sont les moyens de paiement qui sont adossés à des monnaies commerciales, comme la carte bancaire, le virement ou le prélèvement. Alors, j'ai une carte qui est adossée à un compte en crypto-monnaie et que je viens payer chez Fnac avec.
En réalité, le moyen de paiement utilisé ou la monnaie utilisée, c'est la monnaie de banque commerciale. Et donc, avant que la crypto-monnaie devienne un moyen de paiement réel, universellement accepté par une très large communauté à la fois de commerçants, de professionnels et de consommateurs, et que finalement, lorsque je paye avec de la crypto-monnaie, le commerçant soit crédité en crypto-monnaie, cette crypto-monnaie s'échange avec la banque du client et le client soit débité de son compte en crypto-monnaie, il va s'écouler, à mon sens, encore quelques mois ou quelques années, au-delà de toutes les préoccupations de régulation que peut avoir que peuvent avoir les régulateurs européens. Voilà. Super. Gilda, on va rebondir sur... pardon, Christophe, excuse-moi. On va rebondir sur la crypto et sur la blockchain. Merci. Alors, évidemment, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Alors, juste une chose, c'est que je pense qu'on fait beaucoup de confusion quand on parle de crypto-monnaie. Évidemment, on a en tête les NFT, la spéculation de j'achète une crypto, je la revends, etc. Ce qu'il faut aller voir, c'est un peu plus loin. Qu'est-ce que permet une crypto-monnaie et qu'est-ce que permet une blockchain? La réalité, c'est qu'une blockchain, c'est une interface décentralisée. Donc, c'est une infrastructure. Par exemple, nous, chez Monetrack, aujourd'hui, on utilise une blockchain, qui est une blockchain qui s'appelle Tezos. On n'a pas codé cette infrastructure, on l'utilise. Donc déjà, dans un premier temps, on est capable de faire du paiement sans avoir à coder une infrastructure, avoir tous les coûts d'infrastructure que pourraient avoir des grandes plateformes centralisées. La deuxième chose, c'est qu'on utilise la crypto, pourquoi? Pour programmer la monnaie. On pourra dire tout ce qu'on voudra. Une carte de paiement, c'est fait pour faire un paiement générique, donc payé partout, dans la vraie vie, n'importe comment. Mais dès qu'on veut contrôler le paiement, ça devient très compliqué de le faire avec une carte. On sait contrôler qui on paye, on sait contrôler ce qu'on paye, mais on ne sait pas contrôler, on sait contrôler le montant et les auteurs des transactions, mais on ne sait pas ce qu'on paye, le milieu de la facture. Et ça, vous pouvez le faire avec une crypto-monnaie parce que vous pouvez programmer la monnaie. Et c'est ce qu'on fait nous quand je parlais tout à l'heure de paiement dirigé, il faut savoir que le paiement dirigé, nous on a fait des études avec le CNAM, c'est un marché qui explose. Le paiement dirigé, c'est le fait de c'est les paiements fléchés, hein, en gros. Donc vous avez toutes sortes d'exemples comme, je sais pas moi, le chèque énergie est un paiement dirigé puisque je vous donne de l'argent pour acheter de l'énergie, mais pas pour acheter autre chose. Et ça, aujourd'hui, ça peut pas se faire avec une carte. Si ça se fait avec une carte, c'est une carte close loop. Donc on a un problème de déployer après des terminaux de paiement chez les marchands. Et quand on essaye de le faire de façon souple, de façon rapide, c'est très compliqué de le faire, mais par contre, on pourrait le faire avec une blockchain, comme nous, on peut le faire. Pourquoi on peut le faire? Parce que donc, comme on peut programmer la monnaie, on peut dire j'accepte ou j'accepte pas. On peut mettre dans un smart contract également des règles de dépenses. Ça, tu peux l'acheter, ça, tu peux pas l'acheter. Ici, tu peux l'acheter, ici, tu peux pas l'acheter. À la fin du mois, tu pourras plus acheter parce qu'il y a une fréquence, plein de choses, etc. Et ça existe dans le monde entier. Et c'est un marché qui pèse entre 3 et 5% du PIB mondial. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'échanges digitaux. On s'échange de l'argent de wallet à wallet, de téléphone à téléphone. Donc tout ça, il faut le contrôler à un moment donné dans le monde de la finance. Et pour le contrôler, il faut des outils un peu plus modernes qu'une carte bancaire. Une carte bancaire, ça marche partout, c'est très générique, mais ça ne permet pas de contrôler un paiement et de le flécher. Donc moi, mon avis, c'est... Elias disait tout à l'heure, un des futurs en fait, du paiement, ça va être les CBDC, donc les monnaies digitales de banque centrale. Je pense que tu as totalement raison, Elias. On l'attend tous parce qu'aujourd'hui, payer avec un bitcoin, ça ne permet pas d'acheter une baguette. Et quand on achèterait une baguette avec un bitcoin, en fait, c'est pas vraiment avec un bitcoin qu'on le paye, c'est on transforme son bitcoin en euros et après on achète sa baguette. La réalité, c'est que le jour où il y a un euro digital, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut payer le boulanger de wallet à wallet sa baguette et on peut programmer cette monnaie en disant cet euro digital, je vais le conditionner à certaines conditions de dépenses. Et vous avez tout ce qui est subvention fléchée, on en parle beaucoup en France, les chèques énergie, la rentrée scolaire, le titre restaurant et tout autre marché de prépayé qui aujourd'hui existe et qui bidouille un peu avec la carte bancaire qui n'a pas été fait pour ça. Tu peux nous développer un peu ce que tu entends par euro digital? Parce que c'est la monnaie digitale. La monnaie digitale ou l'euro digital En gros, aujourd'hui, il y a eu... Dans l'ère des crypto-monnaies, il y a eu évidemment Bitcoin, puis après d'autres crypto-monnaies qui ont été faites. Mais évidemment, tout ça, ce n'était pas des monnaies souveraines, c'était des monnaies libres. J'émets, j'échange, etc. Ça pose un problème, c'est que tout ça, c'est très bien, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Quand on parlait de payer le boulanger, on ne peut pas payer avec des cryptos le boulanger.
Et donc, le vrai usage final, c'est de trouver une crypto-monnaie adossée à une technologie très moderne que la blockchain, qui permettrait de payer dans la vraie vie. Et ça, évidemment, les États, c'est un peu de souveraineté derrière, donc il y a des sujets là-dessus. Les Chinois l'ont fait, les Américains l'ont fait. En Europe, on est encore en train de discuter pour le faire, mais ça va se faire. Le jour où on a un euro digital dans nos téléphones, on peut payer. Parce qu'en fait, l'argent qui sera reçu par le commerçant, en fait, ne sera pas soumis à la fluctuation des cours, comme on peut le voir, et la spéculation. Il sera adossé en fait à la souveraineté de la monnaie locale, donc l'euro pour l'Europe. Et le seul intérêt de tout ça, c'est pas de transférer de l'argent. On le fait déjà avec des virements, on le fait déjà avec un Lydia ou ce genre de choses. C'est de programmer cette monnaie, de dire je vais la flécher et je vais y mettre des conditions de dépenses adossées à ça. Et la deuxième, et j'insiste beaucoup là-dessus, le deuxième intérêt d'utiliser une crypto, qu'elle soit souveraine ou autre, c'est d'utiliser une plateforme qui finalement est ouverte, très sécurisée en peer-to-peer, et qui fait que des sociétés comme les nôtres, comme Monetrack, toutes les startups qui font des solutions de paiement sur la blockchain, ne supportent pas le coût de la sécurisation ou de la maintenance de la plateforme. Marco, le coût de la sécurisation, ça vient un peu chez toi. C'est-à-dire que c'est l'outil de confiance. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en détail ce que vous faites et comment vous le faites? Complètement. En fait, ça rejoint un petit peu tous les sujets. On est vraiment axé, nous, sur la biométrie locale et centralisée. Donc c'est vraiment un sujet qui est un petit peu en vogue. Il y a beaucoup de confusion autour de la biométrie, notamment autour de l'utilisation de la biométrie sur les stockages de données ou ce qu'on peut en faire. Il faut savoir que la biométrie est très régulée par l'Europe. On ne peut pas utiliser de biométrie en termes de visage aujourd'hui, donc on fait plutôt du fingerprint ou du palmer print, ou alors de la biométrie veineuse, tout simplement. Je ne l'ai pas, la biométrie veineuse. C'est un nouveau système qui n'est pas encore sorti, mais qui va bientôt sortir. Et donc, tu peux nous expliquer ce que c'est? Parce que là, je l'ai entendu assez récemment, quand on me l'a expliqué, je vais le dire aujourd'hui, ça va être sympa. Ok, d'accord. Mais plus sur du fingerprint que du palmer print. Aujourd'hui, on est vraiment sur du fingerprint ou palmer print à 3BC et signature palmer. Donc, on n'est pas du tout sur le pouce, savoir que le palmer, on est sur du 4 empreintes. On croit énormément à tout ce qui est deviceless, ID-less, cardless. Concrètement, aujourd'hui, avec la biométrie, historiquement, elle est tenue par les GAFA. Et aujourd'hui, dans une société européenne où on réclame de plus en plus l'indépendance, on s'est dit qu'il était important d'avoir un acteur français, Made in France, de pouvoir mettre en place une solution de paiement via la biométrie digitale qui permet bien évidemment la sécurisation, mais également l'ergonomie, parce qu'on a de plus en plus de demandes d'ergonomie, c'est-à-dire de fluidité de paiement entre les commerçants et tout simplement les consommateurs. Merci. Johan, Bridge, vous avez mis en place plein de solutions de paiement, plein de nouveaux outils. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, un peu en détail, et comment vous le faites? Alors nous, on est vraiment spécialisé sur les solutions de paiement compte à compte, basées sur le virement, donc issues directement de la directive européenne des services de paiement numéro 2. Donc nous, notre travail, c'est de connecter l'ensemble des banques françaises et européennes via des API, qui sont des API DSP2 ou Open Banking, pour initier des virements avec une expérience aujourd'hui qui est exceptionnelle. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé l'initiation de virement, mais globalement, c'est nativement mobile. Ça veut dire que l'authentification forte se fait sur le mobile. Donc que je sois en magasin, je flashcode un QR code, j'ai tout de suite l'application de ma banque qui s'ouvre et qui me dit vous allez payer ce commerçant tel montant, est-ce que vous êtes d'accord? Il y a une authentification forte qui se fait de manière très fluide, puisque de plus en plus liée au Face ID, au device mobile, et c'est fait. Donc j'ai jamais rentré de code, j'ai juste cliqué sur OK, Face ID, et c'est fait. C'est ultra sécurisé, parce que c'est lié à l'authentification forte de la banque, et ça permet, on ne peut pas changer le montant, et surtout, le marchand a la capacité de mettre des informations liées à la transaction. Ça veut dire, voilà, cette transaction-là, c'est pour le canapé 2212 avec la bonne référence, et donc la réconciliation derrière se fait automatiquement. Et ce moyen de paiement est irrévocable, il n'y a pas de chargeback, et il devient de plus en plus instantané avec l'Instant Payment. Donc, tous les acteurs du paiement, aujourd'hui, en tout cas en Europe, sont convaincus que le virement va prendre une part significative dans les paiements de demain, pour plusieurs choses, que je disais tout à l'heure, plein d'avantages, mais c'est surtout
une volonté politique très forte. Depuis plusieurs années, ça met du temps parce que le paiement, c'est un secteur compliqué, de confiance, qu'il faut harmoniser, etc. Mais ça va arriver et on voit très bien ce qui se passe aujourd'hui, notamment en Russie. La souveraineté des paiements est au cœur. Aujourd'hui, nous, en Europe, on est copains avec les grands schemes américains, donc ça marche. Mais la Commission européenne et le Parlement européen se disent qu'il faut qu'on ait une infrastructure de paiement souveraine. Et le moyen de le faire, c'est de connecter les banques européennes et leurs systèmes pour fluidifier les paiements par virement. Alors, on était sur la table ronde précédente sur l'initiation de paiement. Dans les débats qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte que les banques avaient du mal à ouvrir leurs API ou faisaient des API qui n'étaient pas encore complètement ouvertes. Comment vous gérez cette problématique-là, vous, Gébride ? On travaille déjà beaucoup avec les banques, avec toutes les banques. C'est un travail titanesque, banque par banque. Donc ça veut dire connaître l'ingénieur qui est en face, tester, etc. Donc c'est un énorme travail. On travaille aussi avec les régulateurs, que ce soit les régulateurs nationaux dans plusieurs pays ou à l'échelle européenne, notamment l'EBA et la Commission européenne. Et puis je dirais que les banques évoluent. Déjà, il n'y a pas une banque, et elles ne sont pas toutes pareilles, donc il y a des banques qui sont plus ou moins avancées. Elles évoluent, les mentalités évoluent. Au début, l'open banking était un peu perçu comme un gros mot. De plus en plus, ça devient bénéfique pour tout le monde sur le marché, et notamment pour les banques. Il reste un sujet en suspens qui est pour moi le sujet majeur. À un moment donné, on va y arriver, et c'est ça qui va vraiment faire décoller le paiement par virement, c'est le business model des banques liées au virement. Et on va y arriver, et c'est notamment, il y a plein d'initiatives qui se créent. Nous, notre objectif chez Bridge, c'est de prouver que le paiement par virement devient un moyen de paiement du quotidien, avec des volumes importants, et de tout de suite fédérer les banques autour de ce système pour leur dire, voilà, ça va arriver, c'est sûr, c'est certain. Ça va prendre une part importante, mettons-nous autour de la table pour organiser ce moyen de paiement et distribuer le business model. Tes prédécesseurs sur la table ronde précédente disaient qu'ils ne voulaient surtout pas que le régulateur intervienne dedans, parce qu'en fait ils avaient peur que tant qu'on n'a pas l'usage, si on commence à mettre de la régulation, ça complique un peu la donne. Alors je trouve ça assez... Je suis assez surpris de ça, parce que la base de l'open banking et du paiement par virement, c'est le régulateur. Alors, il y a le régulateur, pardon, sur le régulateur financier, la partie légale, compliance, etc., ils sont complètement d'accord de l'avoir, et ils l'ont, évidemment. C'était sur la partie financière. La partie financière, ça veut dire ? Sur un interchange de l'initiation de paiement, par exemple. Alors, déjà, dans tous les groupes de travail, c'est ça qui est compliqué, c'est que pour des raisons de concurrence, on ne peut pas parler de prix et de business model. Donc le régulateur, il est soumis à la loi aussi, à un moment donné, il ne peut pas. Mais c'est aussi une problématique, parce que vu qu'on ne peut pas en parler, quand est-ce qu'on en parle ? Et si on se réunit tous dans une salle avec tout le monde en disant on va parler prix, il y a le régulateur de la concurrence, lui, tout de suite, et s'il n'est pas dans la salle, en tout cas, il n'est pas loin, quoi. Et c'est toute la problématique. Donc, à un moment donné, il faut une organisation. Je pense que, à mon avis, la Commission européenne va prendre le taureau par les cornes et leur dire, mettons-nous autour de la table, avec l'autorité de concurrence dans la salle, pour peut-être orchestrer ces débats, mais il faut parler business model. À un moment donné, il va falloir y arriver. Super. Oussem, toi, ton cheval de bataille, c'est les wallets, c'est les wallets NFC. Est-ce que tu peux nous en donner des cas d'usage et nous parler un petit peu de ce produit-là? C'est pas un cheval de bataille, c'est juste un métier. Hein. J'en fais pas une affaire personnelle. Donc on fabrique effectivement des solutions qui permettent à nos clients, côté émission, de digitaliser des moyens de paiement, donc concrètement des cartes, dans des wallets. Alors on peut se dire, là on a pas mal discuté de nouveaux moyens de paiement qui viennent s'ajouter au système à base de cartes. Nous, notre conviction, c'est que les systèmes à base de cartes qui ont vécu, donc qui ont été pas mal rentabilisés, ont une seconde vie avec justement l'arrivée de ce qu'on appelle, on va dire le numérique, on va parler français, donc soit via des terminaux mobiles, des montres connectées, ce qu'on veut, et des technologies qui sont aujourd'hui vraiment très disponibles, enfin je veux dire très déployées. Tout le monde quasiment a un téléphone ou une montre connectée NFC, donc c'est quelque chose de très accessible. Nous, on a déployé des solutions dans une vingtaine de pays, sur 3 continents, donc principalement en Europe, mais également en Amérique latine et en Afrique du Nord, en commençant par le Maroc, et on voit qu'il y a une vraie appétence. Alors la France est un cas particulier, comme souvent. Comme on a un usage de la carte et des spécificités des systèmes d'acceptation qui sont ce qu'ils sont, ça peut
entre guillemets, nuire ou ralentir un petit peu au paiement mobile, surtout si on le compare à la carte. En réalité, le paiement mobile, c'est quelque chose de nouveau. Je vais prendre 2 exemples pour l'illustrer. Le premier exemple, c'est l'authentification du porteur. Il y a le mot-clé biométrie. En fait, on s'est habitué à une hérésie dans notre système monétique, c'est d'authentifier le porteur en lui demandant de saisir une information secrète que la banque me dit, on m'envoyait en courrier, surtout ne la divulguez pas, en la saisissant sur un terminal qui n'est pas le sien. Donc quand on réfléchit 2 minutes, c'est une hérésie. Et cette hérésie, en fait, avec le paiement mobile, n'existe plus, puisqu'on s'authentifie sur son terminal, notamment en utilisant la biométrie. Et ça devient de facto le moyen d'authentification, on vient d'en parler. Et donc ça, c'est quelque chose que le paiement mobile, basé sur les standards de carte, apporte immédiatement. Et les utilisateurs commencent à le comprendre, notamment à l'occasion d'ailleurs de la crise sanitaire. On leur a dit surtout ne touchez pas à ces trucs-là, ça allait attraper le mal. Donc ils ont découvert qu'ils pouvaient payer avec leur téléphone, quel que soit le montant, parce que quand on paye en sans contact au-dessus de 50 € ou quand les compteurs sont éteints, on est obligé de faire à l'ancienne, hein, on met la carte et on tape son code. Donc ça, vous voyez que simplement avec cet usage, cette expérience différente pour l'authentification, on passe dans un autre monde en fait. Hein, c'est l'authentification du porteur sur mon terminal, plus besoin de protéger un code à 4 chiffres, etc. Bon, deuxième exemple, c'est la notion d'émission digitale de carte ou d'émission instantanée qui change réellement l'usage, encore une fois. Le fait de recevoir une carte par la poste, d'être obligé de saisir les numéros, de la prendre en photo pour la mettre dans un wallet, en fait, c'est quelque chose de transitoire, lié à la transition d'un support carte à un support digital. Il y a des acteurs, et on en a parmi nos clients, qui sont déjà à l'étape d'après. À la fin d'un KYC, on vous envoie directement la carte digitale et vous pouvez utiliser immédiatement votre smartphone, par exemple, pour payer. C'est une réalité. On a plusieurs exemples. C'est une carte Mastercard, Visa, CB, physique dématérialisée en fait. Oui, oui, on crée dans le système d'information l'objet carte, hein, que ce soit basé sur CB, Mastercard, Visa, enfin sur un scheme, hein, le truc classique, et on va tout de suite le tokeniser au sens EMV du terme, non pas au sens des cryptocurrencies, et puis on va le provisionner en temps réel dans l'application, hein, dans le wallet. Et ça marche, ça permet de faire tout un tas de cas d'usage très intéressants, de multiplier les cartes. On peut mettre des cartes à usage instantané, à usage dirigé, enfin il y a tout un tas de cas d'usage. Donc sur de l'ouverture de compte, ça peut être utilisé instantanément. Je vais oui, ouvrir un compte quelque et à part, la fin, je le charge et je... Tout à fait. Ensuite, peut-être dernier commentaire, encore une fois, sur l'aspect international. En fait, le taux d'usage, évidemment, est très variable. Et nous, on a pu le voir parce qu'on a parmi nos clients des groupes qui sont multi-pays. Donc exactement le même produit déployé dans différents pays. Et on peut voir, par exemple, rien qu'en Europe, un contraste fort en termes d'usage entre la Roumanie et la France, par exemple. Ou, je vous laisse deviner, c'est en Roumanie qu'on a un taux d'usage plus important. Donc voilà, donc c'est assez quand même frappant de voir comment ces technologies nouvelles, on a amené une seconde vie à ces réseaux cartes qui sont très très matures et qui du coup peuvent, à mon avis, continuer à vivre dans un monde où il y a d'autres moyens de paiement qui vont arriver et probablement les concurrencer. Je dirais plus les compléter parce que quand même on voit que les cas d'usage entre le virement et la carte sont quand même relativement distincts et surtout qu'il y a encore une réserve à aller chercher tous, c'est le cash qui est encore utilisé. Donc allons déjà enlever tout le cash et je pense que voilà. J'allais venir, on est une bande de geeks qui parle de paiement et qui connaît le paiement, mais le cash est encore présent et très très présent. Oui. Comment aujourd'hui vous opérez des paiements en cash ? Ah non, il n'y a pas. On remplace le cash. En fait, aujourd'hui, juste pour prendre quelques exemples de pays, comme on travaille dans des pays en Afrique du Nord typiquement, actuellement au Maroc, bientôt dans d'autres pays, où il y a un énorme enjeu qui sont des économies basées sur le cash, ce qui pose d'énormes problèmes macroéconomiques et concrets, logistiques, etc. Et toutes les banques centrales et toutes les banques sont en train de s'équiper, donc d'investir sur des systèmes monétiques à l'ancienne, j'allais dire, et des systèmes modernes de wallet pour faire marcher donc une société pas cashless, il ne faut pas rêver, mais en tout cas où le cash va diminuer. C'est l'objectif de tous les écosystèmes dans ces pays-là. Christophe, tu voulais réagir ? Ouais, moi je voulais juste faire une remarque. Nous, on travaille avec des assurances qui font des mutuelles santé, enfin en gros des contrats santé, et donc les paiements sont faits chez des professionnels de santé. Et particulièrement sur une cible qu'on a chez Monetrax, c'est les ostéopathes. Les ostéopathes ne sont pas du tout équipés de TPE pour une seule raison, c'est qu'ils ne veulent pas payer la transaction. Et ils veulent plutôt être payés en cash ou en chèque. Donc il n'y a pas de 36 solutions. Si vous voulez équiper un ostéopathe, il faut l'équiper d'un device qu'il a déjà. La seule chose qu'il a déjà, c'est ça. Et il faut faire porter la transaction par quelqu'un d'autre. Et dans le marché de l'assurance santé, par exemple, nous qu'on adresse, il y a tellement d'économies à faire
dans les centres de gestion. Parce que vous savez, quand vous êtes chez l'ostéopathe, vous payez, vous prenez la facture, vous l'envoyez à votre mutuelle, elle le contrôle et après elle vous rembourse. Tout ça, ça coûte tellement cher que finalement, en faisant porter la transaction par le financeur du paiement, on n'a pas finalement à faire payer la transaction en fait, à l'ostéopathe. Et donc, on peut transformer le cash en un outil de paiement mobile moderne sans avoir ce problème de transition où évidemment si c'était la carte, il serait obligé de s'équiper d'un TPE, payer des frais, il pense que le TPE est pas cher parce que c'est un petit impost, mais à la fin il est taxé beaucoup plus, etc., etc. Il y connaît rien et à la fin il dit mais ça me coûte beaucoup plus cher et comme ça c'est sur mon salaire, filez-moi du cash, au moins ça c'est pas taxé et j'en ferai ce que je voudrais. Donc il faut donner cette liberté tout en faisant en sorte qu'en fait il y ait un intérêt qui soit un gain de chiffre d'affaires et après quand il y a le gain de chiffre d'affaires, c'est plus facile de remettre un peu de modèle économique sur le marchand plutôt que le faire au début. Il y a un autre point de vue, Tap2Pay, enfin, aujourd'hui, ce qu'est en train de lancer Stripe. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui, tout à fait. En fait, ce qui est intéressant, c'est le point de vue du marchand aussi qui compte dans l'histoire, parce qu'on parle beaucoup du point de vue du consommateur, ce qui est aussi très important, mais le point de vue du marchand. Et aujourd'hui, Stripe a annoncé un partenariat, c'était le mois dernier, avec Apple pour amorcer le Tap2Pay, qui consiste en fait à pouvoir, aux États-Unis, accepter des paiements via un iPhone. Donc c'est toute la Aux États-Unis encore, hein, ça, pas chez nous. Donc c'est toute la problématique de l'équipement dont on parlait du POS. Donc on a tous des téléphones, beaucoup d'entre nous ont des iPhones et à partir de ce moment-là, on pourra accepter directement des paiements avec son téléphone et ça va révolutionner pas mal de choses, que ce soit pour des vendeurs dans un magasin, que ce soit pour des entrepreneurs, que ce soit pour des freelances. On peut imaginer que c'est assez vaste. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir à quel point les paiements en ligne et les paiements physiques arrivent un peu et se rejoignent. Chez Stripe, à la base, on a plutôt outillé des développeurs. C'est comme ça qu'on a grandi. Donc, on a une affinité avec les startups, évidemment, et avec toutes ces récentes marques qui sont nées en ligne, les Digital Native Vertical Brand, comme on appelle ça pour utiliser un anglicisme. Donc, toutes ces marques qui n'ont pas commencé physiquement, mais qui ont commencé en ligne et qui, en fait, au fur et à mesure qu'elles grandissent, elles se déploient aussi physiquement dans la vie réelle. Et donc elles ouvrent des pop-up stores, elles ouvrent des magasins et elles ont ce besoin de réconcilier tout ça et de pouvoir avoir à la fois la partie paiement en ligne mais aussi la partie paiement physique et pour elles, il faut qu'elles aient une infrastructure qui soit unique, sinon ça multiplie les prestataires, ça complexifie aussi la croissance à l'international parce que quand elles veulent se lancer dans différents pays, on en a discuté tout à l'heure, ça crée des problèmes notamment de réglementation, des problèmes techniques et donc il y a ces deux flux qui se rejoignent et qui, je pense, sont aussi à l'avenir une des évolutions que l'on va assister. Christophe nous parlait tout à l'heure des ostéopathes qui avaient des problèmes de coûts. Est-ce que tu peux aujourd'hui nous donner quelques idées de coûts de ce que ça peut engendrer pour un utilisateur? Alors, nous, Stripe, on est plutôt en fait à outiller des plateformes qui vont servir ces professionnels. C'est aussi une des grosses tendances qu'on a pu voir dans le domaine du software. Jusqu'à présent, on était sur des softwares qui étaient horizontaux, qui servaient tout type de cas de figure. Et ce qu'on voit depuis quelques années, c'est des softwares qui vont être dédiés à des industries ou à des métiers particuliers. On parlait des ostéopathes, mais des salons par exemple, les salons de beauté. J'ai un exemple, un de nos clients, il s'appelle Planity, c'est une start-up qui ne sert que les salons de coiffure et qui va permettre, en tant que consommateur, de sélectionner un rendez-vous chez un salon de coiffure. Et donc, c'est ça, ces logiciels verticalisés qui sont adaptés vraiment aux contraintes de différents métiers. De plus en plus, nous, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà de la logique du modèle économique par abonnement, qui est la logique assez classique, ils vont vouloir ajouter la partie paiement et la gérer. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, des SaaS, des logiciels tendent vers la fintech et deviennent des fintech. C'est comme s'il y avait une espèce de formule mathématique qui était l'horizon en fait de ces SaaS. Ils commencent à vouloir accepter des paiements, à faciliter l'expérience utilisateur. Donc là, je réserve mon rendez-vous et je paye en même temps. Et ils vont gérer ça. Et à terme, au-delà d'outiller ces ostéopathes, ils vont aussi leur proposer des produits financiers. Et donc ils vont leur proposer du prêt, ils vont leur proposer des cartes avec de l'issuing où ils vont directement pouvoir fournir à leurs clients des cartes dédiées, fléchées pour justement aller payer dans tel et tel salon. Et donc en fait c'est ça nous qu'on voit comme grande tendance, c'est tous ces logiciels qui sont nés grâce à la révolution du cloud deviennent des fintech. Et du coup permettent à ces commerçants aussi, à ces marchands, d'avoir des nouvelles lignes de revenus grâce à ces produits financiers. Loïs, il y a une réaction là-dessus?
Alors, on parle effectivement beaucoup de logiciels métiers qui imbriquent finalement la fonctionnalité de paiement. Dans la table ronde précédente, quelqu'un disait le paiement c'est une commodity. Et oui, effectivement, c'est une commodity. Et donc, il faut l'intégrer de manière la plus fluide dans tous les logiciels métiers. Alors, on vient de parler du SoftPOS chez Apple. Finalement, SoftPOS, c'est une nouvelle plateforme d'acceptation. Il y a 5-6 ans, on parlait beaucoup du MPOS, hein, c'est-à-dire comment on peut transformer un terminal de paiement mobile ou une tablette en terminal de paiement. Et à l'époque, pour des problématiques de sécurité notamment, voilà, l'industrie et les schémas de paiement d'une manière générale ont dit oui, c'est possible, mais à condition d'y ajouter un petit add-on qui est finalement un lecteur sécurisé, PCI, etc. La révolution incarnée par Apple, mais aussi incarnée par le monde Android et par des fournisseurs comme Déjà Mobile, c'est de dire que maintenant, on n'a plus ces problèmes de sécurité étant en voie d'être résolus, mais ils doivent être adressés et résolus. On n'a plus besoin de cet add-on et il devient beaucoup plus facile de transformer un smartphone en un terminal de paiement sécurisé et d'utiliser donc le smartphone du commerçant comme terminal de paiement, qu'il soit Android ou iPhone. Donc c'est un mixte en fait entre le wallet et la carte bancaire. Non, en fait, non. En fait, aujourd'hui, un terminal de paiement, c'est un truc, c'est une machine, c'est voilà, qu'elle soit Android, etc. Un terminal dédié qui est connecté à un système de caisse enregistreuse. Là, on parle de ton iPhone ou ton smartphone Android dans ta poche, que tu sors et que tu peux proposer au consommateur comme un terminal de paiement, sans avoir besoin d'utiliser le terminal de paiement traditionnel. Et la question, c'est, voilà, est-ce que ces nouveaux modes d'acceptation vont venir compléter, et je pense que dans un premier temps, elles vont venir compléter, plutôt que remplacer de manière systématique tous les terminaux de paiement traditionnels. Mais mon voisin a aussi sa vision. Oui, parce que je remercie d'Apple de faire beaucoup de publicité pour une technologie, et Stripe d'ailleurs, donc de faire une technologie qu'on a sortie en mi-2020, donc c'est bien. Donc en fait, la technologie permet de transformer, comme Loïs l'a bien dit, un terminal standard, un smartphone NFC Android, en terminal d'acceptation des paiements. En réalité, c'est bien plus que ça. En fait, on a complètement décorrélé la fonction d'acceptation de paiement d'un terminal physique. Jusqu'ici, quand on réfléchit un peu, on va chez un commerçant, il y a toujours un terminal dédié pour accepter les paiements. Je parle bien sûr de commerce physique. Là, avec le SoftPOS, on a enlevé cette dépendance et du coup, demain, vous voyez d'ailleurs que les formats du commerce physique sont en train de changer. Vous allez arriver dans un magasin, il n'y aura plus la ligne de caisse à l'ancienne avec des TPE collés à des caisses. Il y aura des spots d'encaissement un peu partout. Il y aura des vendeurs équipés de tablettes pour vous conseiller et vous encaisser en rayon. Il y aura des automates, ce qu'on appelle le self-checkout, pour payer vous-même avant de sortir du magasin. Et vous voyez, ce sont des facteurs de forme d'acceptation extrêmement différents. D'accord ? Ça va d'une tablette à une borne en passant par un smartphone de la poche du vendeur. Et la nouveauté avec cette technologie, c'est que tous ces équipements seront équipés d'un unique logiciel d'acceptation des paiements, qui est certifié, bien sûr, qui apporte toutes les garanties de sécurité. Vous voyez que ça ouvre quand même une panoplie de cas d'usage très très vaste, et effectivement ça va faire, ça va permettre au commerce physique qui est en train de se transformer, de créer des expériences de check-out, donc d'encaissement et de sortie, innovantes et très diversifiées. Et du coup, ces expériences, comme les matériaux sont plus agiles, plus légers, ça permet de mettre ce qu'on veut dedans. C'est ça ? On peut demain payer avec de la crypto sans aucune après, difficulté. on peut installer c'est une application matériellement qui embarque une technologie nativement d'acceptation de paiement NFC mais demain, elle peut embarquer n'importe quel type de paiement. Là, pour le coup, on est dans le monde des applications. On télécharge l'appli, on la met à jour. Donc, fini la mise à jour des OS de TPE, toutes ces horreurs-là, c'est terminé. On met à jour des applications à travers des stores. Donc, c'est extrêmement flexible. Et la télécollecte, on en parle de la Pardon ? La télécollecte. Je ne sais pas ce que c'est. mais en fait, le truc, c'est que tu parlais de crypto. Le crypto, c'est un moyen de paiement alternatif. Enfin, je veux dire, il y a déjà plein de moyens de paiement alternatifs qui sont dans les plateformes. Stripe, on intègre tous les jours des cartes cadeaux, du couponing, ce genre de choses. Donc, il n'y a pas de raison à ce que la crypto ne discute pas avec des grandes plateformes de paiement pour le retail. Hein. C'est un moyen de paiement comme les autres.
Ouais. Donc ça va devenir un moyen de paiement comme les autres. Oui, si ce n'est qu'aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui il y a encore cette barrière entre la crypto, l'exchange et la vraie monnaie. Donc le jour où on a une monnaie digitale de banque centrale, on n'a plus ce problème-là. On a une espèce de fluidité, de liquidité dans la crypto. D'accord. Dans les nouveaux moyens de paiement, ce qu'on entend de plus en plus, ce dont on entend de plus en plus parler, c'est le paiement biométrique. Est-ce que quelqu'un veut nous expliquer ce que c'est et si vous l'utilisez aujourd'hui? Je crois qu'il ne faut pas, faut pas parler de paiement biométrique. C'est une authentification biométrique pour sécuriser un paiement. Donc aujourd'hui, il y a effectivement l'empreinte digitale qui peut être associée à des cartes et à des mobiles. Hein. Chez Carte Bancaire CB, on avait fait les premières incubations en France de cartes bancaires embarquant un lecteur d'empreinte digitale en 2016-2017, qui avait donné lieu à des pilotes. On est en 2022 et aujourd'hui, c'est des solutions qui sont commercialisées par certaines banques. Et les consommateurs, dans nos sondages annuels, on teste toutes ces nouvelles technologies auprès des clients. Et l'empreinte digitale et la reconnaissance faciale sont... L'empreinte digitale est plébiscitée à plus de 50%. La reconnaissance faciale qui a effectivement été popularisée quand même grâce aux acteurs du smartphone, et également une technologie accepté par une petite 40% des clients. L'empreinte palmaire, peut-être pas encore, mais parce que moins connue finalement des clients. Juste avant, tu as un chiffre aujourd'hui de nombre de cartes bancaires en service avec une reconnaissance Non, ça reste aujourd'hui, c'est proposé en France par 2 groupes bancaires, c'est associé à des cartes haut de gamme, et donc ça reste pour le moment un marché de niche. C'est une technologie embarquée dans un support plastique, une puce, une antenne radio, plus une technologie, un lecteur d'empreinte digitale. C'est une prouesse technologique qu'ont réussi nos industriels européens. Ça reste un produit très sophistiqué, qui coûte cher, et il faut aussi qu'il trouve son modèle économique. Le téléphone le fait déjà, pourquoi faire ça sur une carte? Je veux dire, aujourd'hui c'est plus simple d'ouvrir son téléphone avec sa biométrie, pourquoi créer une carte avec... voilà, le téléphone est là, autant le mettre dans le téléphone, quoi. Ça me semble plus logique et plus fluide. Oui. En fait, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les facteurs de forme. En fait, tout est une question d'adoption des clients. Aujourd'hui, le smartphone est adopté par en gros 18% des clients, en tout cas en France, avec un potentiel de 40% à court terme. De la même manière que lorsqu'on pose la question aux associations de consommateurs, si vous êtes prêts à ce qu'on interdise le chèque, voire qu'on aille vers une société cashless, voilà, les associations de consommateurs disent non, le consommateur doit avoir le choix à la fois des moyens de paiement qu'il utilise et quelque part des facteurs de forme qu'il utilise. Il doit avoir le choix d'accepter le sans contact ou de le refuser. On a vu, il y a eu tout un débat dans les années 2010-2015 sur les réticences des consommateurs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, il ne faut pas opposer les facteurs de forme, il faut accepter que les facteurs de forme qui ont effectivement quelques dizaines d'années d'existence puissent encore perdurer quelques années ou encore quelques dizaines d'années. Moi je veux bien, c'est pas le consommateur qui a décidé qu'il y aurait des authentifications fortes pour les transactions, hein. C'est le régulateur qui a dit il y a trop de fraude, c'est trop compliqué, on va mettre des doubles authentifications sur les transactions. C'est pas le consommateur qui l'a décidé. Donc à partir du moment où la loi s'impose à lui, il faut trouver là où finalement c'est le plus pratique et là où c'est le plus diffusé. À mon sens, c'est ça. Hein. Mais après, encore une fois, je peux me tromper. Ah, mais tu disais, Loïs, 40% à combien? 40% d'usage de téléphone portable pour payer? Non, c'est 18% l'utilisent aujourd'hui et il y a un potentiel de 22% supplémentaire de clients qui disent « je suis prêt à utiliser une solution de paiement mobile sans contact chez les commerçants ». Ça fait 40%, c'est-à-dire qu'il y en a 60% qui disent « je ne suis pas prêt à le faire ». Et pourquoi ils ne sont pas prêts à le faire? Ils invoquent 2 raisons. La première, c'est malgré tous les efforts en matière de sécurité, toutes les communications qu'on a pu faire sur la sécurité, il y a encore des réticences autour de la sécurité qui sont infondées, mais elles existent. Et la seconde, c'est parce que je suis satisfait de ce que j'ai déjà dans mon portefeuille.
Marco, tu voulais réagir? Parce que... Je voulais réagir sur la partie DSP2, donc, qui a été lancée notamment le 1er janvier 2018, qui a initié cette authentification forte. Et justement, le régulateur ne fait pas que des choses mauvaises, puisqu'elle nous permet à nous, bien évidemment, de nous placer. Juste un chiffre important, en 2020, les services financiers ont dépensé 181 milliards de dollars dans la conformité et dans la lutte contre la fraude. Donc ça, c'est un point qui est important et qui est notifié, et ça montre bien évidemment l'impact qu'a la sécurité dans le monde du paiement aujourd'hui. Après, sur la partie biométrie digitale, on a Visa et Mastercard qui incitent aujourd'hui les banques de plus en plus à investir dans des moyens ou à déployer des moyens de biométrie digitale. Pourquoi? Parce que justement, nous, on adosse chez A3BC le moyen de paiement ou l'identité digitale via notamment une identité numérique, donc via une plateforme. Et ça, c'est très très important, je tiens à le préciser à toutes les personnes. C'est pour ça qu'on croit vraiment sur la partie biométrie digitale, sur le paiement de demain, notamment en termes de sécurité. On parle également de sécurité. On dit, si on prend ou si on arrive à dérober une empreinte digitale, c'est la catastrophe parce qu'il n'existe qu'une empreinte digitale. En réalité, c'est le cas, sauf si dans les infrastructures de cloud ou de sécurisation des données, vous n'enregistrez pas l'empreinte digitale, et c'est le cas pour A3BC. On est sur des codes mathématiques qu'on appelle gabarits qu'on enregistre. Donc celui qui veut s'amuser à aller voler les données chez A3BC, déjà bon courage pour franchir les barrières, et derrière, bon courage pour démystifier et décoder ces points mathématiques. Et c'est là où la biométrie digitale, j'utiliserai pas le terme infaillible parce qu'en termes informatiques, c'est pas le cas, mais en tout cas apporte une sécurité que peut-être beaucoup d'autres solutions de paiement n'apportent pas aujourd'hui. Ok. Je voudrais revenir un petit peu sur Request to Pay ou l'initiation de paiement. On en parlait sur la table ronde précédente. On dit que c'est un moyen de paiement sûr, puisqu'on s'adosse à la banque aujourd'hui, mais il n'est pas répudiable. Donc, quand il y a une fraude avec un Request to Pay ou une initiation de paiement, comment vous gérez? En fait, on traque où est-ce que s'est passée la fraude, qui est dans le maillon de la chaîne est responsable, et c'est le responsable qui rembourse le consommateur. Donc c'est soit l'acteur comme nous qui avons eu une faille, et dans ces cas-là, on rembourse. En fait, c'est plutôt la banque qui va rembourser dans un premier lieu, et ensuite, si c'est nous qui sommes responsables, on rembourse la banque. Si c'est la banque qui... Voilà. Donc en fait, le consommateur est toujours remboursé, mais le payeur final est le maillon faible dans l'histoire. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les sondages. Parce que moi, dans ma vie d'avant, j'ai créé Bankin, et quand on posait la question aux gens, est-ce que vous êtes prêts à connecter vos comptes bancaires, il y a 10 ans, vos comptes bancaires à une application qui n'est pas l'application de la banque avec vos codes personnels, tout le monde disait non. Le jour où on a sorti l'application, on a fait péter les serveurs avec des dizaines de milliers de personnes qui se sont connectées, et aujourd'hui, on en a des millions. Et en fait, il y a quand même une différence majeure entre ce que disent les gens et ce qu'ils font dans leur canapé ou dans la vie réelle. Et notamment quand l'expérience est fluide. Quand l'expérience est fluide, il y a une adoption directe. Donc en fait, le seul point, c'est de travailler l'expérience, et à partir du moment où on a une bonne expérience, il y aura l'adoption. Même s'ils vous disent en amont, je le ferai jamais, je suis réticent, etc., dans la vraie vie, ils le font. Ok. Il me reste un dernier... alors j'aurais pu en prendre des tonnes, parce qu'il y en avait encore plein. Un moyen de paiement de plus en plus utilisé, c'est le QR code. En tant que moyen ou de solution. Alors je ne sais pas comment on peut le positionner. Est-ce que quelqu'un peut m'en parler? Moi, je veux bien prendre, parce que pour le coup, on paye avec un QR code. Derrière, en gros, le QR code, c'est un... Je ne veux pas faire trop technique, mais ouais, c'est ce qu'on appelle un payload. C'est derrière un QR code, il y a en gros tout ce qu'il y a derrière la transaction. Nous, on a regardé chez Monetrack, donc encore une fois, juste pour resituer, nous on paye des frais de santé. Donc les frais de santé, c'est chez quel médecin je suis, qui je suis moi en tant qu'assuré de ma mutuelle, et quel est le Kodak. Ce qu'on appelle le Kodak, c'est est-ce que je suis chez le kiné, est-ce qu'il me soigne le genou, l'épaule, etc., qu'il faut remonter la transaction. On avait regardé en fait toutes les technologies, comment on pouvait faire passer ça, on avait regardé les ultrasons, ce genre de choses. Donc nous, ce qu'on voulait juste, c'est déjà identifier que les gens se rencontrent. Donc c'était bien l'ultrason, parce qu'on pouvait dire pas le faire à distance. Et puis finalement, on est allé vers le QR code, qui est quand même la chose qui est la plus répandue pour faire des paiements alternatifs. Et en fait, tout ça en fait remonte après dans une plateforme, ça interroge des blockchains, des smart contracts et paye à la fin, en dehors de la blockchain, avec de l'instant payment, donc comme quoi on peut être aussi compatible, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas payer différemment. Moi je trouve que le QR code il est simple parce que tout le monde l'utilise.
prends ton téléphone, flash le QR code, je regarde ce qu'il y a, je fais OK et c'est réglé. Donc il y a dans le QR code finalement quelque chose qui est assez bien répandu, on le retrouve dans plein de choses. On le retrouve à prendre ton téléphone, flash, regarde le menu du resto, on le retrouve dans plein de choses qui finalement font que l'expérience est fluide et on peut y mettre quand même pas mal d'informations et on arrive à faire une transaction qui est finalement assez solide avec un QR code. Et on a regardé après derrière le sujet de mais oui, mais si ce QR code je l'imprime et que derrière je l'envoie à quelqu'un d'autre et nul système n'est parfait. Donc il faut jouer de la validité du QR code, il faut essayer de jouer avec d'autres choses dans le téléphone pour bien valider que celui qui flash le QR code ou celui qui l'émet, ils sont bien à côté ou à une distance différente, etc. Donc je pense que moi, mon avis, Olivier, c'est que c'est plutôt un bon truc qui va rester encore longtemps. Je vous rappelle que les Chinois qui ont commencé avec des paiements alternatifs, ils l'ont fait avec des QR codes et ils se sont mis au printemps, au Galeries Lafayette, au bon marché et ça marche super bien pour Alipay, pardon, pour Alipay. Ça marche super bien et ils sont beaucoup à payer avec. Ok. Quelqu'un veut réagir là-dessus ? Nous, on permet le paiement par QR code et c'est super pratique en physique ou même en paiement sur un ordinateur. Parce que de toute façon, de plus en plus, les paiements se font sur le mobile avec l'authentification forte. Donc, sur l'ordinateur, au lieu d'aller rentrer mes codes, que ce soit le code carte bleue, code bancaire, etc., je flash un QR code, je fais l'authentification forte et c'est fait. Donc en fait, l'expérience, elle est bien meilleure. Et donc là, encore, pour faire de l'adoption, il faut le proposer. Plus on va le proposer, plus ça sera utilisé et ça sera adopté. Parce que c'est juste beaucoup plus simple. Et comme on est tous assez flemmards, on va toujours vers la facilité. Juste un commentaire. Nous, dans notre milieu, souvent, on a opposé, enfin des commentateurs plutôt, ont opposé des technologies NFC et QR code. J'ai toujours dit que ce sont deux technologies complémentaires. Ce sont des moyens ergonomiques différents. Et d'ailleurs, quand on observe dans le domaine du paiement, même à base de système à carte, en fait, il y a des standards QR code qui sont émis par EMVCo. Donc c'est pas contradictoire, alors que EMVCo est plutôt né dans les systèmes à base de cartes à puce et les technologies sans contact. On voit des pays, en gros, il y a une espèce de gradient qui part de la Chine, où c'est beaucoup QR code, qui va vers l'Europe jusqu'aux US, où là on voit plus de sans contact, de la carte. Et puis au Moyen-Orient, c'est un peu un mélange entre les deux. Et ce que je constate aussi, ce qui est intéressant, c'est que tous les wallets alternatifs qui sont nés en Afrique aussi, moi j'ai bien connu ça, j'ai travaillé chez Orange avant, et je travaillais notamment sur Orange Money, donc naturellement il y a eu beaucoup de QR code quand on est passé de l'USSD au début sur des téléphones basiques, puis du QR code sur des smartphones, mais dans ces mêmes pays actuellement, ils sont en train d'investir sur des systèmes monétiques à base de cartes et de sans contact, sans NFC. Donc en fait, il n'y a pas une technologie qui va chasser l'autre. Il y a des technologies qui vont s'inscrire dans un paysage parce qu'elle devient très commune. Voilà. En Chine, encore une fois, payer avec son QR code, c'est juste ce que tout le monde... Nous, chez nous, le geste qui permet de faire le fameux tap NFC est très intégré dans nos usages. Puis il y a des géographies où il y a un peu un mélange des deux. Donc c'est vraiment pas une opposition, c'est une question d'adoption. Les deux technologies sont valables, comme le montre c'est l'adoption. Exemple. Ouais. Il nous reste 5 petites minutes. Est-ce que nous avons quelques questions dans la salle ? Je vous réveille ou vous avez tout compris? Vous avez les meilleurs experts du marché sur le paiement là et vous n'avez pas une question? Ok. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.